Nouveau journal sur Eden TV, bonsoir à tous. Voici les titres de cette édition. Sous les feux de l'actualité, l'incendie qui s'est déclaré au ministère de l'Agriculture ce matin. Le feu a touché le bureau du DPP, directeur de la programmation et de la prospective, mais il est déjà maîtrisé par les sapeurs-pompiers. Ils s'étaient engagés à tenir un sit-in tous les lundis matins jusqu'à satisfaction de leurs revendications. Les agents du Sinatrader ont tenu leur promesse. Et ce sera François Fillon dans le rôle du candidat de la droite et du centre à la présidentielle française de 2017. L'ancien Premier ministre a sans surprise remporté le second tour de la primaire de ce camp. Un bureau a donc pris feu ce matin au ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche. L'incendie s'est déclaré, je vous le disais, dans le bureau du DPP, directeur de la programmation et de la prospective. C'est un bureau situé au rez-de-chaussée de ce bâtiment du MAEP. La cause de l'incendie demeure inconnue. Mais le feu a été maîtrisé par le sapeur-pompier. C'est dans ce même ministère, le MAEP, que les agents du Sinatrader, syndicat national des travailleurs du développement rural, ont achevé leur sit-in de ce lundi. Avant leur manifestation au MAEP, ces syndiqués s'étaient rendus au ministère de la fonction publique et des finances, toujours pour faire entendre leurs revendications, dont le renouvellement des contrats à 1003 agents, la cessation de la procédure de liquidation de l'ONS et de l'ONASA. Le sit-in de ce matin est consécutif à la non-satisfaction de leurs revendications. Il en sera ainsi tous les lundis jusqu'à ce qu'ils aient gain de cause, ont-ils promis. C'était le lundi dernier. 519 détenus vont bientôt recouvrer leur liberté avant d'avoir fini de purger leur peine. Ils bénéficient de la grâce présidentielle. La mesure est encadrée par les articles 60 et 130 de la Constitution béninoise du 11 décembre 1990. C'est l'une des décisions prises par le Conseil des ministres du vendredi dernier, une décision appréciée par certains citoyens. Vous allez les entendre. Ils évoquent aussi leurs inquiétudes relatives à la réintégration sociale des bénéficiaires de cette grâce présidentielle. Pour les 719 prisonniers gratifiés par le président, là, c'est une très bonne décision. Et on sait que à chaque année, le président a cette habilité de prendre cette décision pour gratifier les prisonniers. Mais le reste à savoir, à la sortie de ces prisonniers, qu'est-ce qu'ils faisaient et ils vont faire quoi? Il faut qu'une décision qui a été prise doit être analysée au fond. Et suivre ces prisonniers à la sortie. Il ne faudrait pas que sur le terrain encore, ils reprennent les mêmes actes. Il faut avouer que cet endroit est un endroit de punition, en fait de punition, de correction. C'est bien que l'État, à des moments donnés, le chef de l'État procède, comment on appelle, une grâce par rapport à l'endroit de ces détenus-là. Ce que j'ai retenu, que ces détenus également, pour ce que leur reproche, qu'ils veillent bien à ce que cela ne se répète plus. Les prisonniers qui sont graciés, c'est des êtres humains. Après tout, ils ont été privés de leur liberté pendant des années. Et finalement, si le nouveau départ décide de les libérer pour les gracier, c'est une bonne chose. Comment on va aller gérer la situation? D'abord, par rapport à la crise économique que nous qui sommes dehors en train de subir, dans les prisonniers qui seront libérés, d'abord nous allons encore confronter à d'autres situations parce qu'il y aura par exemple des braqueurs, mais vraiment il faut beaucoup d'analyse avant d'appliquer cette décision. Économie, des centaines de stands sont installés sur l'esplanade du stade de Mathieu Kérékou de Cotonou. Ils appartiennent à des centaines d'entreprises qui participent ainsi à la foire régionale de l'intégration de l'UEMOA, Union économique et monétaire ouest-africaine, une foire dont la 5e édition veut contribuer davantage à créer un cadre de rencontre et d'échange entre les opérateurs économiques de la sous-région et faire connaître les productions locales, n'est-ce pas, Antoine Sagbo et Damien Pedro. Après Bamako, Niamey, Dakar et Lomé, la 5e édition de la foire de l'intégration de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA, ouvre ses portes au public béninois des pays environnants. Les activités ont démarré ce vendredi 25 novembre 2016 où plus de 300 entreprises sont invitées à y exposer leur savoir-faire dans divers domaines. L'édition 2016 est placée sous le thème « Partenariat public-privé, défi de synergie pour une intégration réussie », une thématique qui englobe plusieurs objectifs. La foire régionale de l'intégration a donc pour objectif de contribuer à créer un cadre
de rencontres et d'échanges entre les opérateurs économiques de la sous-région, renforcer les courants d'échanges intra-régionaux, faire connaître les différentes productions locales. Oui, nous insistons là-dessus. C'est une foire qui fait la promotion de la production locale. La foire est donc une tribune exceptionnelle offerte au secteur privé sous-régional qui doit saisir, vraiment la saisir, pour inviter, voire interpeller tout un chacun à travailler à la mise en œuvre effective des réformes économiques de façon à réunir les conditions optimales au développement économique de notre sous-région. Pour le commissaire Adjanohon de la commission de l'UEMOA, la foire de l'intégration s'inscrit dans le cadre de la promotion des échanges commerciaux et des investissements dans l'Union. Si nous créons un espace commun et si nous n'avons pas des hommes et des femmes qui créent des entreprises, qui créent de la valeur ajoutée et qui sont capables de les animer et de les occuper, nous aurons créé notre espace pour des entreprises autres que les entreprises de notre région. Le partenariat public-privé n'est pas simplement une affaire de grosses entreprises. Ce partenariat peut s'exprimer même au niveau d'une collectivité. Et c'est là que l'Afrique est attendue. Le ministre de l'Industrie et du Commerce, Maurice Lazare-Sehuito, quant à lui, rassure les exposants de la disponibilité et l'engagement du gouvernement béninois à faire de cette rencontre une plateforme de discussion autour du processus d'intégration. Chers amis, chers exposants, vous qui avez fait les efforts qu'il faut pour être là, je voudrais vous rassurer que le gouvernement est très attentif à la situation qui prévaut dans notre pays. Ici, le Nigeria, 130 millions d'habitants, est quasiment en faillite. C'est cette faillite qui rejaillit sur le Bénin. Je salue cette foire qui offre une occasion pour qu'on se connaisse mieux au sein de l'UEMOA, qui offre une occasion pour que nous rendions compte des innovations qui ont cours dans les différents pays et qui permettent à nos opérateurs de nouer des partenariats utiles. 400 stands de produits variés et complémentaires seront installés sur l'esplanade du stade de l'Amitié Générale Mathieu Kérékou, occasion pour les chefs d'entreprise de réaliser de bonnes affaires et de nouer de très bons accords de partenariat. Après Cotonou, Ouagadougou, capitale du Burkina Faso, accueillera la 6e édition de la foire de l'intégration. Économie encore, il est président du Conseil national du patronat CNP Bénin et il le reste. Sébastien Germain-Javon a été réélu à ce poste. Sa liste a obtenu 643 voix sur 692. Le nouveau bureau du CNP Bénin entend restaurer un climat des affaires apaisé au Bénin et se battre pour la compétitivité des entreprises béninoises. Justement, parlant d'entreprises, que pensent leurs patrons, notamment les plus jeunes, de la réélection de Sébastien Germain-Javon? Réponse dans cet extrait d'interview. Je pense que c'est le signe d'une stabilité au niveau du patronat béninois parce que nous avons eu juste une seule liste. Donc par conséquent, moi je me dis que les chefs d'entreprise du Bénin sont unis et qu'ils sont véritablement derrière le président Sébastien Adjavon. Mais aussi nous attendons que le patronat aujourd'hui s'investit sur le côté social. Nous voulons les voir sur des thématiques comme l'exclusion des handicapés du monde du travail, sur l'exclusion des personnes diminuées physiquement, comme les aveugles, les sourds, dans le monde du travail. On veut les voir s'investir dans ces thématiques-là pour qu'aujourd'hui, on sente réellement la puissance du patronat, comme on sent la puissance du patronat, par exemple, dans les pays européens, en France, en Côte d'Ivoire, tout près de chez nous, où le patronat a une grande puissance de décision et un lobby assez fort pour influer sur certaines décisions politiques qui ont un impact sur la vie du business, la vie économique du pays. C'est la preuve que, une fois encore, les patrons, les chefs d'entreprise béninois lui font confiance. C'est aussi signe de sa crédibilité. Voilà, cette question financière, c'est l'agriculture, l'agro-business, l'artisanat, le tourisme. C'est essentiellement ces 3 secteurs. Mais il y a d'autres secteurs, le secteur du développement durable, par exemple, les énergies renouvelables. Voilà des secteurs qui ont un fort potentiel, mais
parce que l'État est encore dans son système traditionnel. Nous n'avons pas encore accès à du financement dans ces différents secteurs. Voilà, mettre la pression sur l'État pour que l'État encadre mieux en termes de tests et en termes de facilité d'accès à ces secteurs-là. Et surtout, que l'État permette, à travers le patronat, que le patronat mette en place des politiques de renforcement des capacités pour ces jeunes entrepreneurs, je tiens à ça, pour qu'ils puissent acquérir de la connaissance et de l'expertise dans les différents domaines. Je dis, il n'y a pas meilleur profil que ceux des gens comme Sébastien Diabon, le président Talon et autres. Je crois que c'est bien. Nous aurions aimé, en tant que chef d'entreprise, que par exemple les questions de pression fiscale soient revues. Il n'y a pas meilleur profil que Diabon, par exemple, pour savoir déjà que pour avoir atteint ce niveau qu'il a atteint, il y a des difficultés au Bénin. Le jeune béninois, surtout entrepreneur, a besoin d'être accompagné. Les fonds pour, par exemple, investir pour une entreprise, les gens comme les Diabon peuvent cautionner. Ils ont cette trempe. L'actuel président Talon, c'est un pur entrepreneur. Il peut donc aller auprès des banques et prendre des garanties d'État. Il y a des garanties d'État qu'on peut prendre pour un jeune qui veut 1 million, 1,5 million, 2 millions, 3,5 millions, pour pouvoir donc faire de bonnes choses. Pourvu qu'en amont, on ait évalué et qu'on ait constaté que c'est quand même une idée pertinente, rentable, faisable et qui économiquement est viable. Donc je voudrais donc l'inviter à véritablement mettre au cœur de sa gouvernance ce que je peux appeler la balise sur le chemin, donc de favoriser l'environnement des affaires pour les jeunes, parce que nous aussi, nous avons envie un jour d'être appelés à Diabon. Actualité à l'étranger, la Guinée-Bissau en proie à des attaques de serpents, vipères, mambas et même cobras menacent la vie de certains habitants de l'île et les conséquences de ces attaques sont, on ne peut plus, terribles. 2 petites plaies typiques d'une morsure de serpent. Gina s'est fait surprendre sur un sentier il y a 3 mois. La douleur n'est toujours pas partie. Il m'a mordu mais je ne l'ai pas vu. Je pensais que c'était un bout de bois. J'ai regardé et j'ai vu que le sang coulait. On a dû me porter chez moi car je ne pouvais plus marcher. D'après la Société africaine de vénimologie, près d'1 million de personnes sont mordues chaque année en Afrique et plus de 20 000 victimes n'y survivent pas. Sur l'île de Soga, dans l'archipel sauvage des Bijagos, en Guinée-Bissau, on trouve des vipères, des cobras ou encore de redoutables mambas qu'on appelle ici kakuba. J'ai connu des gens mordus par des serpents qui en sont morts. Les kakubas sont les plus venimeux. Le plus souvent, quand ils te mordent, tu ne survis pas. Ils sont souvent dans les arbres et les feuilles de palmier. Dans cet archipel où l'on circule en pirogue, seule l'île de Boubac dispose d'un hôpital. En cas de problème grave, il faut compter plus de 5 heures pour rejoindre par la mer la capitale, Bissau. Les victimes ont donc souvent recours aux guérisseurs, à défaut d'autres choix. Les victimes vont souvent sur l'île de Formosa, qui est réputée pour ses guérisseurs. On fait tremper des racines dans de l'eau, puis on leur fait boire le breuvage. Faute de demande, des groupes pharmaceutiques ont arrêté la production de certains sérums, provoquant une hausse des prix et rendant ces traitements inabordables pour les plus démunis. L'OMS espère aujourd'hui susciter l'intérêt de nouveaux laboratoires pour le marché africain, dont le potentiel s'estime à 40 millions d'euros. Il s'est achevé le dernier sommet de la francophonie qui s'est déroulé à Madagascar. 13 résolutions ont été adoptées lors de ce sommet, dont celle relative aux crises dans l'espace francophone et l'égalité homme-femme. Le sommet malgache a été également marqué par l'adhésion à l'organisation de la francophonie de 4 nouveaux membres, observateurs dans leur majorité, une avancée qui réjouit la secrétaire générale de l'OIF, commentaire Ibrahim Oruna. Les chefs d'État et de gouvernement réunis à Antananarivo ont clôturé dimanche le 16e sommet de la francophonie en appelant notamment à une plus grande mutualisation de leurs actions dans la lutte contre le terrorisme. Nous payons un lourd tribut. Donc ce sommet a été l'occasion, une fois de plus, de réfléchir précisément à ces situations que nous devons affronter et à la nécessité d'une plus grande mutualisation de nos expériences, de nos moyens, de nos renseignements. Le Canada est aussi déterminé à utiliser ce forum important pour faire la promotion du respect des droits humains
de nos valeurs de démocratie, de la juste place des femmes et des filles dans la société et du respect de la diversité. Mais aussi pour travailler ensemble sur les défis communs auxquels nous faisons face, tels que la lutte au changement climatique, la sécurité mondiale et la croissance qui bénéficie à tous, particulièrement à la classe moyenne. Nous allons être solidaires par rapport à la francophonie en matière de défense des droits des femmes, ça c'est important, en matière d'emploi pour les jeunes, d'éducation professionnelle, en matière de développement économique. Nous sommes convaincus qu'il faut vraiment un développement économique pour asseoir la stabilité et la paix dans le monde. À l'issue du sommet, l'OIF a annoncé l'adhésion de l'Argentine, la Corée du Sud et la province canadienne de l'Ontario comme observateurs et de la Nouvelle-Calédonie comme membres associés. L'Arabie Saoudite, également candidate, n'entre pas pour l'instant dans cette liste. Nous voici désormais 84 États et gouvernements. Nous ne sommes plus 80 mais 84. Avec désormais la Nouvelle-Calédonie comme membre associé, le Canada, Ontario comme membre observateur, l'Argentine, membre observateur, et la République de Corée, membre observateur. Ça aussi, c'est formidable de voir la famille francophone s'élargir avec l'apport de ces 4 nouveaux membres. L'OIF regroupe en effet désormais 84 membres, dont 26 observateurs et 4 membres dits associés. La Thaïlande, qui fait partie des observateurs, est suspendue de l'OIF depuis le coup d'État de 2014. Selon l'OIF, près de 274 millions de personnes peuvent être définies comme francophones de façon certaine dans le monde. Le prochain sommet de la francophonie sera organisé en Arménie en 2018 et en Tunisie en 2020. La droite et le centre ont choisi leur candidat pour la présidentielle française de 2017. Ce sera François Fillon. Il a battu sans surprise Alain Juppé au second tour de la primaire de ce camp. Fillon obtient 66,5% des voix. Un succès fulgurant pour celui qui n'était crédité que de 12% des intentions de vote au début de ce mois. La droite s'est trouvé son candidat. C'est une victoire de fond bâtie sur des convictions. Depuis 3 ans, je trace ma route à l'écoute des Français, avec mon projet, avec mes valeurs. Et progressivement, j'ai senti cette vague qui a brisé tous les scénarios écrits d'avance. C'est un triomphe pour celui qui fut le Premier ministre de Nicolas Sarkozy. Crédité de seulement 12% des intentions de vote début novembre, il avait réussi une remontée spectaculaire dans la dernière ligne droite. C'est la droite de conviction, la droite à la fois libérale et conservatrice qui gagne ce soir. Au deuxième tour, il devance un autre ancien Premier ministre, Alain Juppé, resté longtemps le grand favori. Plusieurs fois ministre avant d'accéder à Matignon en 2007, François Fillon, d'apparence lisse, rarement souriant, est resté longtemps dans l'ombre d'un Philippe Séguin ou d'un Nicolas Sarkozy. Mais il s'est émancipé. Pour 2017, il a décidé de frapper fort avec un programme économique très libéral qu'il qualifie lui-même de radical. Nous réduirons le nombre des emplois publics en rendant le service public plus efficace, plus moderne, plus fort, grâce en particulier au retour des 39 heures. Il promet aussi 100 milliards d'euros d'économies dans les dépenses publiques, la hausse de la TVA ou encore le recul de l'âge de départ à la retraite. François Fillon, catholique assumé, père de 5 enfants, est également hostile à l'adoption par les couples de même sexe et à l'avortement, même s'il assure qu'il ne remettra pas en cause la loi Veil. Ses positions lui assurent le vote catholique et le soutien d'une partie de l'extrême droite, aux grandes dames de la gauche, mais aussi de son ancien rival Alain Juppé. Sa proximité avec le leader russe Vladimir Poutine lui vaut aussi des critiques virulentes. Après une longue campagne de terrain, à 62 ans, François Fillon est finalement parvenu à donner l'image d'un homme neuf, malgré 5 ans à Matignon, et à détacher son image de Nicolas Sarkozy, détesté d'une bonne partie de l'électorat de droite. On a besoin de ça, quelqu'un qui redonne une autre image de la politique. Pour le moment, on a tous l'image que ce sont des truands, des gens qui magouillent en 2 mots, qu'ils essaient de comploter, ils nous prennent pour des pions. Au printemps prochain, François Fillon a de fortes chances d'affronter Marine Le Pen au second tour de la présidentielle. La plupart des enquêtes d'opinion annonçant l'élimination de la gauche dès le premier tour. Il débute les hommages de Cuba à Fidel Castro
Ils vont durer une semaine et seront marqués par une série de cérémonies dont le rassemblement des Cubains autour de la place de la Révolution, lieu historique de Cuba. Les cérémonies vont s'achever le dimanche prochain par les funérailles de Fidel Castro, décédé ce week-end. Je vous propose maintenant d'entendre quelques Cubains au sujet de leur ancien président. C'est comme quand des êtres qui vous sont chers partent. Un homme très aimé est parti. C'est mon opinion. Mais bien, nous le gardons ici. C'est ce qui importe. Allez à la place de la Révolution et vous verrez les vrais gens de Cuba. Vous verrez vraiment ce qu'est un Cubain, comment les Cubains souffrent, ce que les Cubains ressentent vraiment pour quelqu'un qu'ils aiment. Pour moi, Fidel est la meilleure chose qui a existé à Cuba. Pour ma famille aussi, nous venons d'origine modeste et regardons où nous sommes. Cette édition s'achève. Nos informations sont aussi à suivre sur les réseaux sociaux, Facebook et Twitter, et sur notre site internet benin-eden.tv. Merci de nous avoir suivis.